Merci beaucoup. Alors, on a vu depuis ce matin tout particulièrement que les entreprises sont soumises à de multiples obligations imposées par le droit, notamment par le droit des sociétés. Ces multiples obligations, vous l'avez déjà compris ce matin, ne sont pas toujours bien accueillies par les sociétés et peuvent être perçues comme des contraintes. C'est notamment le cas de la nouvelle obligation de déclaration du bénéficiaire effectif. Le bénéficiaire effectif, je pense que quasiment personne sait exactement à quoi ça correspond dans cette salle. Pour faire très bref, avant d'approfondir cette notion tout à l'heure, il s'agit en fait de la personne physique, un homme ou une femme, qui, in fine, donc à la toute fin, va être la personne qui va contrôler la société et à qui va bénéficier la société. Cette obligation de déclaration du bénéficiaire effectif, elle a reçu un accueil plutôt mitigé de la part des sociétés. Pourquoi ? Parce que, encore une formalité pour les sociétés. Parce que, encore une formalité qui n'est pas facile à appliquer, parce que on ne sait pas exactement comment identifier ce bénéficiaire effectif. Et en plus, il y a également une certaine incompréhension face à ce mécanisme. De quoi se mêle le législateur? Qu'est-ce que ça peut lui faire de la personne qui se trouve au-dessus de la société, de cette personne physique? Et parce que nous, également juristes, on a l'habitude de présenter les sociétés comme étant une personnalité, une personne morale, et on a l'habitude de parler de voile de la personne morale, c'est-à-dire d'une certaine opacité, dans une certaine mesure, de la société. Et on a du mal, du coup, à comprendre pourquoi le législateur veut absolument qu'on identifie qui est la personne physique à qui bénéficie cette société. Si le législateur s'intéresse à ce qui est au-dessus de la société, c'est pour une raison qui est tout à fait louable, puisqu'il s'agit de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. J'imagine des notions dont vous avez tous un tout petit peu entendu parler et auxquelles, évidemment, vous êtes sensibles. Ce qui est un petit peu plus étonnant, c'est que ça instaure une espèce de suspicion à l'égard de finalement toutes ces sociétés unipersonnelles avec un seul associé ou avec des dizaines, voire des centaines ou des milliers d'associés à qui toutes ces sociétés, on demande de voir vraiment vérifier qui est au-dessus, qui est la personne physique à qui bénéficie la société. Le législateur français ne s'intéresse pas simplement à ce qui est au-dessus de la société, parfois il va s'intéresser à ce qui est en dessous de la société. C'est notamment le cas au travers de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance, qui est la deuxième notion un petit peu étonnante que vous avez, qui est le thème de mon intervention. Le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Là encore, on a une nouvelle loi où le législateur, va encore percer ce fameux voile de la personne morale. On va s'intéresser à ce qui est en dessous. On va s'intéresser à ce qui est en dessous, c'est-à-dire qu'on va demander à la société, on approfondira ça un tout petit peu tout à l'heure, on va demander à la société de vérifier un petit peu ce que font ses filiales, ces sociétés qui sont en dessous, ce que font ses fournisseurs, ce que font ses clients, et d'être vigilante notamment pour tout ce qui est question environnementale et sociétale. C'est à ces deux nouvelles obligations qui sont vraiment toutes récentes, que l'on va s'intéresser. Mais on va s'y intéresser avec un certain déséquilibre. On va d'abord et essentiellement s'intéresser aux bénéficiaires effectifs, puisque c'est un mécanisme qui est applicable de la même manière en Nouvelle-Calédonie qu'il est applicable en métropole. Donc c'est un mécanisme qui concerne toutes les sociétés constituées en Nouvelle-Calédonie. On s'intéressera plus rapidement, et surtout par manque de temps, à l'obligation de vigilance qui, elle, va s'appliquer, mais seulement indirectement en Nouvelle-Calédonie, puisqu'elle s'appliquera aux filiales, notamment de sociétés de grands groupes implantés en métropole et filiales implantées donc en Nouvelle-Calédonie. D'abord donc l'application directe des obligations relatives aux bénéficiaires effectifs. C'est une question que vous allez voir qui est très technique. Elle est très technique parce qu'elle est vraiment très juridique. Elle est technique et juridique, mais elle s'applique à toutes les sociétés. Et toutes ces sociétés vont devoir s'y conformer sans forcément faire appel à un avocat, sans forcément faire appel à un juriste. Donc finalement, c'est un sujet qui concerne toute personne, tout associé d'une société. Une ordonnance, même, du 1er décembre 2016 et des décrets de juin 2017 et d'avril 2018 ont inséré des dispositions dans le Code monétaire et financier. Et ces dispositions ont été rendues applicables, puisque cela relève de la compétence également de la métropole, ont été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie exactement de la même manière qu'en métropole.
Et elles sont applicables à toutes les sociétés depuis le 1er avril 2018, donc c'est vraiment un sujet qui est très très récent. Et elles étaient déjà applicables depuis le 1er août 2017 aux sociétés qui se sont constituées depuis cette date, c'est-à-dire aux nouvelles sociétés. Ce nouveau dispositif, nous allons le voir d'abord, et ensuite nous évoquerons les difficultés d'identification du bénéficiaire effectif, qui sont les vraies difficultés que pose ce nouveau mécanisme. Alors, quel est ce nouveau dispositif? D'abord, quelles sont les sociétés qui sont concernées et qui doivent appliquer ce mécanisme? Vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit, ce sont toutes les sociétés. Mais toutes les sociétés qui sont immatriculées, donc je ne sais pas si vous avez fait tous du droit des sociétés, les sociétés qui sont immatriculées, ce sont quasiment toutes les sociétés, et dès lors qu'elles sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés, elles ont la personnalité morale et elles deviennent des personnes autant qu'une personne physique. Donc toutes ces sociétés, également les GIE, les groupements d'intérêt économique, et également, entre autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont soumises à cette réglementation, les associations, les trusts, les fiducies, qui sont immatriculées, qui ont la personnalité morale. En écoutant hier certaines interventions, je me suis interrogée, est-ce que le GDPL, donc qui a la personnalité morale, serait éventuellement soumis à cette nouvelle obligation? Il est immatriculé, après vérification très rapide sur Google, hier soir, il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, mais il me paraît très vraisemblable qu'il ne soit pas soumis à cette nouvelle obligation, puisqu'il est soumis au droit coutumier. Il y a une exception simplement à cette obligation de déclaration du bénéficiaire effectif, c'est pour les sociétés cotées. Les sociétés cotées en bourse n'ont pas à appliquer cette obligation, parce qu'elles ont plein d'autres obligations qui aboutissent au même résultat. Alors, quelles sont ces nouvelles obligations? Deux nouvelles obligations. La première obligation, il va falloir que les sociétés obtiennent et conservent des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs. Autrement dit, on demande aux sociétés d'avoir un rôle actif. Il faut qu'elles aillent chercher l'information. Il faut qu'elles se renseignent. Et quand la société n'a qu'un seul associé personne physique, ça va évidemment être très simple. En revanche, quand c'est une société dans un schéma beaucoup plus complexe, il va vraiment falloir qu'elle fasse un effort pour se renseigner. C'est une obligation qui est une obligation de moyens et pas de résultats. Ça veut dire que si la société n'arrive pas à identifier vraiment la personne physique, mais si elle a mis en œuvre tous les moyens qui lui permettaient de le faire, elle pourra quand même remplir son obligation en désignant à la place du bénéficiaire effectif son représentant légal. Son représentant légal, c'est-à-dire son gérant, son directeur général, son président. La seconde obligation à laquelle ces sociétés sont soumises, donc une fois qu'elles ont obtenu et conservé et actualisé les informations, elles vont être obligées de déposer ces informations au RCS. Le RCS, c'est le registre du commerce et des sociétés. Et cette information, elle va être annexée à toutes les informations afférentes à la société. Ces informations, enfin ces formalités, il va falloir évidemment les accomplir très rapidement lorsqu'on constitue la société, dans les 15 jours, et on va les accomplir auprès du centre de formalité des entreprises, de la CCI ici, et lorsque la société est déjà constituée et qu'on va vouloir respecter son obligation ou mettre à jour l'information, là il faudra accomplir son obligation. Si on l'a pas déjà fait depuis le 1er avril 2018, évidemment, très rapidement, et sinon, dans les 30 jours du changement de bénéficiaire effectif. Et là, la formalité sera à accomplir auprès du RCS ou ici, localement, auprès du CFE, si on a une autre formalité à accomplir en même temps. Dans ces informations à transmettre, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment des informations sur la société qui opère la déclaration. On a ensuite des informations sur ce fameux bénéficiaire effectif. Et on va devoir recueillir son nom, son prénom évidemment, et également son domicile personnel, donc son adresse personnelle. Et on va également avoir des informations sur les modalités de contrôle exercées par le bénéficiaire effectif, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est bénéficiaire effectif de la société, et notion sur laquelle je vais revenir. Pour faire toutes ces déclarations, il y a des formulaires types, donc il suffit pour les sociétés de remplir ces formulaires. Des formulaires types qui ont été établis par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et que tous les registres du commerce et des sociétés ont repris, y compris en Nouvelle-Calédonie. Au lendemain du 1er avril 2018, il y a déjà eu des questions. Des questions déjà, les sociétés étaient-elles obligées d'utiliser ce formulaire type? Si ça dérangeait les sociétés d'utiliser ce formulaire type, c'est que dans le formulaire type, on demande
plus d'informations que ce que la loi et le décret prévoient. Et on demande encore donc à la société d'être davantage transparente, sans que y ait aucune compétence spécialement du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour imposer de nouvelles obligations aux sociétés. Et la deuxième question qui s'est posée, parce que c'était vraiment là qu'il y avait une difficulté, c'était est-ce que les sociétés, lorsque le schéma est un petit peu complexe, sont obligées de préciser exactement le pourcentage de droits de vote qu'elles détiennent dans la société et le pourcentage d'actions, enfin de capital qu'elles détiennent dans la société. Eh bien, il y a quasiment au lendemain du 1er avril 2018, cet été, une ordonnance qui a déjà été rendue sur la question, qui a été rendue par le tribunal de commerce de Bobigny. Donc c'est la première jurisprudence, et pour nous c'est précieux les jurisprudences quand on ne sait pas exactement, quand il y a un certain flou. Et qu'est-ce qu'a dit le tribunal de commerce de Bobigny? Mais un autre juge pourrait décider autre chose. Premièrement, qu'il n'y a pas d'obligation d'établir la déclaration sur le formulaire type fourni par les RCS, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer une déclaration sur papier libre. En revanche, le tribunal du commerce de Bobigny a estimé qu'il était impératif que les sociétés précisent les modalités du contrôle, ça c'est prévu par la loi, et donc précisément les pourcentages de capital et droits de vote détenus par la société. Et cette obligation, donc elle est évidemment primordiale, et elle est primordiale parce que si la société ne la respecte pas, elle va encourir des sanctions. Il y a d'abord une première sanction, et je ne sais pas ce qui est la pratique ici en Nouvelle-Calédonie, mais vous pourriez très bien avoir des greffes qui refusent d'enregistrer vos futurs documents, des PV d'AG ou autres, en disant « Attendez, vous n'avez toujours pas transmis la déclaration du bénéficiaire effectif, donc on n'accepte pas que vous me déposiez un nouveau document. » Autrement dit, le greffe a déjà un pouvoir de nuisance qui est assez important. Ensuite, la loi prévoit que des injonctions et autres, et surtout une sanction pénale. C'est-à-dire que si et qui est applicable a priori ici également. Si vous ne respectez pas votre obligation de déposer votre déclaration du bénéficiaire effectif, vous pouvez être sanctionné pénalement. La personne physique encourra 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. En droit, ce sont des maximums, hein. Donc ce ne sera pas forcément le cas. Et pour les personnes morales, une amende plus élevée et d'autres peines. Alors, si généralement une société ne respecte pas ses obligations, c'est soit parce qu'elle est négligente, et ce qui est probablement le cas de la plus grande part des sociétés qui n'ont pas encore respecté cette obligation, mais c'est aussi parce que certaines autres sociétés ne veulent pas forcément transmettre ces informations et ne sont pas forcément favorables à cette transparence. Et si elles ne sont pas favorables, c'est qu'elles se disent si je transmets l'information, c'est que forcément quelqu'un y aura accès. Et justement, qui y a accès? Aujourd'hui, ce sont essentiellement les autorités judiciaires. Ce sont également l'administration fiscale, également les avocats dans le cadre de leur lutte contre le blanchiment, les banques et autres. Mais demain, c'est-à-dire en métropole, mais ça sera transposé en métropole et donc ça sera également applicable ici, c'est-à-dire à compter a priori du 10 janvier 2020, l'accès sera ouvert à tous. C'est-à-dire qu'on a une directive européenne qui devra être transposée d'ici le 10 janvier 2020, qui impose aux États membres, à la France et donc indirectement à la Nouvelle-Calédonie, de rendre ce registre, cette déclaration de bénéficiaire effectif, accessible à tous. C'est-à-dire qu'on pourra tous aller se renseigner, ce sera sûrement quelque chose qui coûtera un petit peu d'argent, mais quelques euros maximum, se renseigner et savoir qui est la personne physique qui contrôle cette société ou cette société-là. Et là, vous comprenez la gêne qu'il y a pour les sociétés et pour certaines personnes. Cette obligation va donc clairement dans le sens de la transparence, mais pour que cette transparence puisse être efficace, faut-il encore que les sociétés puissent identifier leurs bénéficiaires effectifs et qu'on comprenne exactement ce que c'est que ce bénéficiaire effectif. Et c'est maintenant que je vais vous évoquer les difficultés qui sont liées à la notion de bénéficiaire effectif. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, le bénéficiaire effectif, c'est forcément une personne physique, donc un homme ou une femme. Et pourquoi pas plusieurs, s'il y a plusieurs bénéficiaires effectifs. 2 alternatives. Soit il s'agit d'une personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote d'une société. Donc si vous avez plus de 25% des parts sociales d'une société, vous êtes le bénéficiaire effectif de la société si vous êtes une personne physique. Soit, autre alternative, une personne qui exerce par tout autre moyen
un pouvoir de contrôle sur la société. C'est-à-dire qu'il va contrôler, c'est ce qu'on appelle plutôt du contrôle de fait, qui va contrôler dans les faits la société, alors même qu'elle ne détient pas plus de 25% de participation au sein de la société. A priori, c'est très simple. C'est très simple, effectivement, lorsque c'est un associé personne physique qui détient directement plus de 25% de la société. En revanche, c'est très souvent beaucoup moins simple dans des schémas plus complexes. Des démembrements de parts sociales, des détentions indirectes et plein d'autres difficultés auxquelles les praticiens se trouvent confrontés. Pour pallier ces difficultés, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, toujours lui, a publié un grand nombre de documents. Il a publié une notice explicative, il a publié des schémas, plein de choses qui sont vraiment utiles aux praticiens. Ces documents-là, vous les avez sur les sites de la DAE. Ici, ils sont vraiment disponibles de la même façon qu'ils sont disponibles partout en France. Mais des difficultés. Un grand nombre de difficultés, j'attirais votre attention sur une difficulté en particulier. Cette difficulté, c'est le calcul de la détention indirecte. Le calcul de la détention indirecte qui fait donc l'objet de ce premier slide. Et on va voir qu'on aura 2 slides où je vais vous montrer 2 exemples de calculs où on a certaines difficultés. Détenir indirectement 25%, plus de 25%, ça veut dire que la personne physique n'est pas directement, détient pas elle des parts ou des actions. C'est-à-dire qu'on va avoir un schéma, on va avoir des sociétés interposées. Et on va devoir remonter la chaîne pour voir si, in fine, une personne physique détient indirectement plus de 25%. Et comment donc calculer le pourcentage de détention par la personne physique qui se situe tout en haut, de détention indirecte au sein de la société qui se situe tout en bas? On a 2 méthodes de calcul. La méthode de calcul qui est la méthode du produit. La méthode du produit, c'est celle qui va consister à multiplier chaque pourcentage de la chaîne de détention. Et on a la méthode de la cascade qui consiste à comptabiliser entièrement la participation à la fin, c'est-à-dire la participation de la sous-filiale dans la sous-sous-filiale, et dès lors que, dans les niveaux au-dessus, la société mère, enfin la personne physique, pardon, va contrôler toutes les sociétés intermédiaires. Autrement dit, elle va pouvoir à la fin, dès lors qu'elle voudra voter dans un sens ou dans un autre, c'est elle qui décidera ça, et c'est elle qui désignera les mandataires. Le problème, c'est que la loi n'a absolument pas tranché entre l'une ou l'autre des méthodes. Et avec ce schéma-là, que j'ai pas le temps d'expliquer, on se rend compte que cette méthode-là aboutit à conclure qu'il y a un contrôle indirect, enfin qu'il y a une détention de plus de 25% dans un cas, mais pas avec le calcul de l'autre méthode. Et avec ce deuxième schéma, on a une hypothèse pareil un petit peu complexe, où on se rend compte que cette fois, quand on applique les deux méthodes, cette fois c'est l'inverse. On conclut que dans un cas, avec l'une des méthodes, on a un contrôle indirect, enfin on a une détention de plus de 25% indirectement, mais pas avec l'autre méthode. Et vous imaginez bien que ça, en pratique, c'est vraiment très difficile pour les sociétés. Alors que faire? Que faire si vous devez déclarer votre bénéficiaire effectif? Il paraît difficile de faire l'impasse de la méthode du produit, celle où on multiplie à chaque fois chaque détention. Et c'est difficile de faire impasse de cette méthode, tout simplement parce que c'est celle que les greffes des tribunaux de commerce, enfin que le Conseil national des greffes, utilise dans ses schémas. Ça ne veut pas dire qu'elle nous parle de la méthode du produit, on ne nous en parle pas du tout. On ne tranche pas entre l'une ou l'autre des 2 méthodes, mais quand on étudie les schémas, c'est vraiment la méthode qui est appliquée, c'est une multiplication. Et comme c'est le greffe à qui vous allez déposer, comme c'est le greffe qui va contrôler votre déclaration, et qui peut vous bloquer quelque chose à un moment donné, évidemment, il paraît difficile de ne pas utiliser cette méthode. Mais il paraît également peut-être imprudent de ne pas utiliser la méthode de la cascade, parce que la méthode de la cascade, c'est finalement celle qui permet de déterminer vraiment qui est la personne qui, in fine, contrôle la société, enfin en tous les cas, contrôle plus de 25%. Si on voulait donc être très prudent aujourd'hui, on appliquerait les 2 méthodes cumulativement. Et vous imaginez que là, on arrive encore à multiplier le nombre de bénéficiaires effectifs. Là encore, on espérait que les décrets allaient trancher cette question-là, puisque la question avait vraiment été soulevée avant les décrets, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et si ça n'a pas été le cas, c'est très probablement que le gouvernement et les législateurs sont ravis de maintenir un certain flou. Parce que dès lors que c'est flou et qu'il faut être prudent, qu'il y a des sanctions pénales, ça oblige à déclarer le plus grand nombre peut-être de bénéficiaires effectifs pour les plus prudents.
Je vais passer maintenant rapidement. Il y a également d'autres sources de difficultés et simplement j'en relève une sans avoir le temps malheureusement de l'expliquer. Cette autre source de difficulté, c'est de savoir si vous avez un bénéficiaire effectif d'une société ou si vous pouvez en avoir plusieurs. Il est clair que vous pouvez en avoir plusieurs pour le calcul de la détention, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs personnes qui remplissent l'une des conditions, c'est-à-dire avoir plus de 25%. À partir du moment où il y a 100%, ça veut dire qu'il y en a au moins 3 qui peuvent avoir plus de 25% des droits de vote, plus de 25% du capital. Donc on peut avoir 3 bénéficiaires effectifs. En revanche, pour calculer, si on prend l'hypothèse simple, ce seuil de 25%, est-ce qu'on peut imaginer qu'on associe plusieurs personnes physiques? Par exemple, une famille. Vous avez une famille où le père, la mère, chacun des enfants a un certain pourcentage. Aucun des membres de la famille n'a plus de 25%. En revanche, quand on additionne, ils ont plus de 25% ensemble. Le greffe et le Conseil national des greffes, au travers de ces schémas, vous fait un beau schéma là-dessus, vous explique que c'est du contrôle familial. Ils ont un peu complété leur schéma, parce que les schémas qui sont en ligne sur le site de la DAE sont pas les schémas qui, à jour, sont des schémas de 2017. Depuis, on a eu des nouveaux qu'on trouve très facilement sur Internet, à jour de 2018. Et le greffe vous explique, oui, c'est parce qu'il y a une action de concert, une entente, et forcément, quand il y a une famille, tout le monde s'entend très bien, on le sait tous, et forcément, ils votent ensemble, ils contrôlent ensemble. Et là, on a un schéma qui est faux juridiquement, a priori, j'ai malheureusement pas le temps de vous le démontrer là, mais qui a priori va à l'encontre de ce que prévoit la loi. Autrement dit, si aujourd'hui vous êtes associé d'une société, dans le cas d'un groupe familial notamment, si vous ne détenez pas plus de 25%, il me semble très difficile que l'on puisse vous considérer comme étant le bénéficiaire effectif de la société, du seul fait que vous avez votre mère, votre frère, votre sœur dans la société et que vous constituez forcément un groupe. Deuxième nouvelle obligation qui s'applique uniquement par ricochet à la Nouvelle-Calédonie, c'est cette obligation, ce nouveau devoir de vigilance. Ce nouveau devoir de vigilance dont je vais dire simplement quelques mots. Cette nouvelle obligation de vigilance, elle ne s'applique pas directement parce que c'est une obligation qui figure dans le Code de commerce et qui est issue d'une loi de 2017, donc aucune application directe. En revanche, c'est une obligation qui s'impose aux sociétés par action dont le siège se situe en France et qui ont au sein de leur groupe, notamment au sein de leurs filiales, partout dans le monde, soit plus de 10 000 salariés, soit uniquement en France, plus de 5 000 salariés. Donc en gros, ça s'applique aux plus grands groupes. Et ces plus grands groupes, on leur demande de respecter certaines obligations et de mettre en place un plan de vigilance. Et ce plan de vigilance, ce sont plein de mesures dans lesquelles on va demander, attendez, comment vous faites attention aux règles environnementales, comment vous faites attention aux règles sociétales, pas de travail des enfants, toutes ces choses-là qui nous paraissent parfois évidentes et qui sont moins dans certains États. Ce plan de vigilance, forcément, va obliger la société mère à gérer tout ce qui se passe dans son groupe. Parce que ça va concerner l'activité de la société mère, elle toute seule, mais également l'activité de toutes ses filiales. Et également l'activité de ses fournisseurs, de ses plus gros fournisseurs, et l'activité de ses plus gros clients, partout dans le monde. C'est-à-dire que la société mère ou la société qu'on appelle donneuse d'ordre pour les clients ou les fournisseurs, qui se situe en métropole, et qui a une filiale ici, et évidemment, je pense à ce beau bateau qui est juste devant l'université, la SLN, avec le groupe Eramet. Le groupe Eramet a son siège, enfin le siège de cet Eramet est en France, métropole, et les filiales, évidemment, il y a une de ces grosses filiales qui est ici. Le groupe Eramet remplit toutes les conditions et l'obligation de vigilance lui est applicable, et le groupe Eramet va donc demander à sa filiale ici en Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça que je parle d'application indirecte, d'appliquer des choses. Et elle va, en fait, c'est une obligation en cascade. La loi française oblige la société tête de groupe aux donneuses d'ordre en France, en métropole, qui, elle, va devoir répercuter au sein de ses filiales. Elle va répercuter très simplement en demandant aux dirigeants de faire ça, et s'il veut pas le faire, bah, il est révoqué, hein. Et elle va demander à son client je schématise, hein. Elle va demander à son client, à son fournisseur de le faire, elle va insérer des clauses dans les contrats, disant, vous devez faire ça, vous devez respecter telle norme, sinon, bah, moi, je vais me faire taper sur les doigts. Évidemment, et je vais conclure là-dessus, toute
l'objet de cette loi, c'est évidemment de sensibiliser ces grands groupes, ces sociétés, et pas seulement. L'objet à l'origine, mais je ne sais pas si ce sera vraiment applicable, dans quelle mesure ce sera applicable, c'est également que les victimes partout dans le monde, et les victimes, ça pourrait être dans le cas en Nouvelle-Calédonie, d'un comportement contraire à l'environnement, contraire aux règles sociétales, il y a plein d'autres règles qui concernent cette loi, puissent agir en responsabilité, pas seulement contre la filiale locale, le client local ou le fournisseur local, mais contre la société mère. Et c'est pour ça que je vous disais en tout début que ça permettait d'aller en dessous de la société, on va voir ce qui se passe en dessous, pour remonter au-dessus, parce que la société mère, c'est elle qui a de l'argent, c'est elle qui peut indemniser éventuellement les victimes. Je vous remercie de votre attention.